On est ici à la délégation de Mayotte à Paris. Qu'est-ce qu'on y fait ici à la délégation de Mayotte à Paris puisqu'on est chez vous? Bonjour à toutes et à tous. La délégation de Mayotte à Paris est une antenne du département de Mayotte qui a pour mission la promotion du territoire, la promotion de ses acteurs et surtout parler également des projets qui se font à Mayotte, parler des opportunités et valoriser tout le travail qui est fait par ses partenaires. Ensuite, la délégation a une seconde mission, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de nos jeunes dans les études, dans leur insertion professionnelle, mais également l'accompagnement des acteurs qui souhaitent valoriser leurs projets, parler des opportunités qu'on peut avoir à Mayotte. Et le webinaire d'aujourd'hui est une illustration parfaite de ce qu'est la délégation. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler de ces acteurs, on va parler des projets qu'ils mènent et surtout, on va parler des opportunités professionnelles, des opportunités qu'on peut trouver à Mayotte. Et surtout, on le fait en direction de nos jeunes qui sont ici en France métropolitaine, mais également en direction des futurs professionnels et des professionnels qui sont dans les métiers aujourd'hui du social. Ouais. Ce plateau, on l'a installé chez vous ici dans vos locaux, des nouveaux locaux qui n'ont pas été encore inaugurés, je crois, donc on ne va pas trop vous les montrer. Mais ce sont des locaux dans lesquels vous accueillez aussi les Mahorais et les Mahoraises? Bien entendu, cette maison est faite avant tout pour les Mahorais et les Mahoraises. S'il n'y avait pas de Mahorais et Mahoraises ici, je ne pense pas qu'on aurait une délégation. C'est avant tout pour eux. Mais c'est un espace également où on peut mieux accueillir nos partenaires. On organise, ce matin, nous avons organisé ici à la délégation un conseil d'administration de l'électricité de Mayotte. C'est vous dire à quel point c'est un espace d'échange, c'est un espace de réunion, c'est un espace pour parler de Mayotte, valoriser, surtout promouvoir notre territoire, bien entendu. Les structures du social font partie de vos partenaires. Le domaine du social représente d'ailleurs un enjeu important pour le territoire de Mayotte. Alors, le domaine du social, c'est le thème de ce webinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'aide, bien sûr. C'est l'aide aux enfants déscolarisés, l'aide à la jeunesse, l'aide à l'insertion dans le travail pour les plus précaires. C'est l'aide aux personnes âgées, dépendantes. C'est l'aide aux malades. C'est l'accompagnement du handicap, la prise en charge du handicap, mais c'est aussi l'accueil des enfants dans les crèches, par exemple, ou dans les centres de loisirs. La politique sociale à Mayotte, elle est en pleine transformation, vous allez le voir, on va en parler aujourd'hui. Elle est en plein développement. Il y a énormément d'opportunités d'emploi pour vous qui êtes Mahorais, Mahoraises en métropole. Et pour ce dernier épisode de l'année, nous allons vous aider à trouver le poste qui vous convient dans ce secteur du social. Quelle est la réalité des métiers sur l'île? On va en parler ensemble. Quelles sont les difficultés, les contraintes, bien sûr, auxquelles il faut s'attendre? Quel secteur recrute? Quels sont les salaires? Comment on prépare son retour à Mayotte aussi pour exercer dans le social? Je vais vous présenter les invités, nos invités aujourd'hui. Je vais commencer par Madame Iman Ali Hamidi Chanfi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous par téléphone parce que la connexion n'était pas très bonne avec vous. Vous êtes directrice générale de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. On va parler des métiers de la petite enfance. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Vallas. Bonjour à vous. Philippe Vallas, vous êtes directeur territorial de Mayotte, donc pour le ministère de la Justice. Vous allez représenter la PJJ. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Vous allez nous parler du métier d'éducateur de justice en particulier, qui est un métier très utile et attendu à Mayotte. Abdoulaye Antouassi, monsieur Antouassi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la protection de l'enfance, autrement dit l'ASE, à Mayotte, donc pour le conseil départemental de Mayotte. Là aussi, il y a besoin de travailleurs sociaux. Vous allez tout nous dire sur les besoins, sur les attentes, bien sûr. Et puis, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, Kartouabi Azida, vous êtes avec nous sur le plateau. Je vous ai présenté tout à l'heure, directeur des services d'aide à domicile pour une association qui s'appelle Maïcha Naounono.
Exactement. Hein. Bonjour, bonsoir. Merci, on parlera de l'aide à domicile. Donc, davantage de l'aide aux personnes âgées ou malades Situation de handicap. d'handicap. Le département de Mayotte, c'est le grand financeur finalement du social, l'aide pour les personnes âgées, donc ce qu'on appelle l'APA, c'est le département, sachez-le. Le financement des structures du handicap et de toute la politique handicap d'ailleurs, c'est le département qui finance également. Les aides à l'enfance, c'est le département cofinance aussi des formations qui amènent au métier du social. Madi Moussavelou, bonjour, vous êtes vice-président en charge de l'action sociale, de la solidarité et de la santé pour le département de Mayotte. Merci de nous rejoindre et d'introduire ce webinaire et ce sujet si important. Pourquoi demandez-vous aujourd'hui aux Mahorais de revenir à Mayotte pour exercer dans le social ? Bonjour et bonjour tout le monde. Merci de ce temps d'échange. Mayotte a besoin de visibilité, Mayotte a besoin de faire connaître, les politiques sociales, mais surtout le besoin en ingénierie au niveau local. Et on le fait tout simplement parce que il y a un certain nombre de jeunes Mahorais aujourd'hui formés qui sont compétents, qui sont capables de venir ici travailler auprès de leur famille pour accompagner la famille. Donc, on a commencé à rencontrer, il a très bien dit le délégué de la Maison de Mayotte à Paris, on a commencé à rencontrer un certain nombre de jeunes pour leur faire prendre conscience que l'investissement qui a été fait par leur famille, l'investissement qui a été fait par le conseil départemental, c'est maintenant, c'est qu'il faut revenir pour accompagner le territoire, parce que dans le passé, il y a eu un turnover, et ça continue d'ailleurs sur certains postes, un turnover assez important des partenaires et des amis réunionnais ou métropolitains qui viennent et qui ne peuvent pas faire plus de 3 ans. Par contre, le jeune Mahorais, on s'est rendu compte que le jeune Mahorais est capable de faire 5-6 ans ici, partir 2-3 ans et revenir, passer 5-6 ans et repartir. C'est ça, c'est pour ça que nous insistons. Moi-même, j'ai connu ces périodes, donc j'ai été comme la plupart des cadres mahorais, à un moment donné obligé de partir exercer ailleurs qu'à Mayotte, mais après on revient sur le territoire pour accompagner nos familles. C'est aussi parce que c'est le Mahorais qui connaît les codes culturels, c'est le Mahorais qui connaît les modes de vie, c'est le Mahorais qui a vécu ici pour la plupart, qui ont fait leur scolarité ici, qui ont fait leur lycée ici, qui sont aujourd'hui en capacité de décoder les changements qu'il y a dans notre société, de faire des propositions en termes d'action pour mieux accompagner la population locale. Ça, c'est un point très important, hein, que les Mahorais ont un vrai rôle à jouer, c'est ce que vous nous dites, ont un rôle à jouer aujourd'hui pour la politique sociale de Mayotte, pour l'amélioration finalement de la santé communautaire. Le Mahorais restera de toute façon le pilier de la réussite de ces politiques. Nous avons besoin de tout le monde, j'insiste. Il n'y a pas suffisamment de jeunes formés, mais les quelques formés doivent être un exemple pour toute une génération qui arrive derrière, parce qu'ils connaissent encore une fois mieux les codes culturels, ils connaissent mieux les pratiques locales. Donc, on a besoin d'eux pour venir tout simplement marier, parce que comme on est en pleine mutation, marier les pratiques nationales aux pratiques locales pour en faire, encore une fois, de cette politique sociale une politique non seulement spécifique, mais une politique au bénéfice des habitants de ce territoire. Donc nous, en tout cas, la majorité actuelle portée par Benissa Osseni, nous croyons beaucoup en cette jeunesse, nous croyons beaucoup aux professionnels qui sont en poste au niveau national et régional, même parce qu'on a identifié quelques-uns à La Réunion aussi. Nous croyons beaucoup en ces jeunes qui sont dans des écoles ou dans des universités au niveau national pour venir ici travailler pour le territoire.
Et le département investit beaucoup, vous l'avez dit, hein, sur sa politique sociale. Merci beaucoup pour cette introduction. De quel métier on parle? C'est justement l'objet de ce webinaire. Et puis, vous qui êtes mahorais, mahoraise en métropole, vous posez sûrement la question, est-ce que moi, j'ai le profil? Est-ce que moi, ça peut m'intéresser pour mon avenir? On va essayer d'y répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes jeudi 15 décembre. Nous sommes en direct et vous pouvez réagir à tout ce qui sera dit dans ce plateau. Vos réactions dans les commentaires de la vidéo, hein, que vous soyez sur le Facebook de la délégation de Mayotte à Paris ou sur le Facebook du département de Mayotte. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On va me le transmettre sur le plateau et je me permettrai de le lire, voire même de poser les questions que vous posez à nos intervenants. D'ailleurs, si vous voulez aussi, vous pouvez même nous témoigner dans les commentaires, hein, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire du social, par exemple, d'où vient votre engagement. N'hésitez pas à nous apporter des précisions sur tout ça. Je voudrais poser une question en introduction, peut-être à monsieur Vallas pour démarrer. Avant de parler des métiers, est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de choisir de travailler dans le social? On va parler beaucoup de toutes les bonnes raisons qu'il y a de travailler dans le social, mais Monsieur Vallas, vous qui travaillez à la PJJ, je le rappelle, est-ce qu'il y a des mauvaises raisons, selon vous? Oui, les mauvaises raisons, je pense qu'il y a surtout une mauvaise raison qui serait de transformer ce qui est un travail utile et nécessaire à cette société en une croisade. Les acteurs du social ne pourront pas changer le monde, ils pourront simplement contribuer à ce qu'il soit un petit peu plus vivable. Et si on part avec l'idée qu'on va être en mesure l'action et par sa seule foi, j'aurais tendance à dire, à changer les choses, eh bien nécessairement on risque d'être déçu et de se retrouver en situation d'échec et de mettre également en échec son action. Monsieur Antoissi, je vous pose la même question, on fait un petit tour de table. Vous qui intervenez pour l'ASE, la protection de l'enfance, et là on est dans des sujets qui sont ô combien difficiles, des métiers qui sont aussi ô combien difficiles. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être déjà avec ce que Monsieur Vallas vient de dire? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je dirais qu'il y a une mauvaise raison de travailler dans le social, c'est de travailler dans le social et ne pas aimer les gens. Je pense qu'avant tout, c'est un métier. Pour faire ce métier-là, il faut se soucier de son prochain, avoir l'amour de l'autre. Je parle en particulier du domaine qui est le mien, à savoir le suivi des enfants à protéger. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amour envers les gens avec qui nous travaillons. Sans cela, ce n'est pas possible qu'on puisse travailler. Ouais. De l'amour, de la patience et du respect. Iman Ali Hamidi Chanfi, bonjour. Vous êtes, donc je le disais, directrice générale de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il faut savoir qu'à Mayotte, la Caisse de sécurité sociale a également en gestion l'action sociale famille, c'est-à-dire qu'elle est aussi caisse d'allocation familiale depuis 2016. Vous êtes donc, vous, le financeur principal des crèches, des centres sociaux, des centres de loisirs aussi. Et ces établissements sont en plein développement sur l'île. Vous allez nous en parler, je suppose. Il y a 329 places en crèche aujourd'hui. Et en préparant ce webinaire, vous m'avez dit, on en attend presque 350 de plus dans les 2 prochaines années. Donc on va doubler quasiment, plus que doubler le nombre de places. Ça veut dire qu'il faut du personnel, j'imagine. Que représente, tout métier confondu, le besoin de recrutement pour la Caisse de sécurité sociale à Mayotte aujourd'hui? En nombre de métiers, c'est difficile à évaluer. Puisque le besoin est tellement important qu'il faudrait aujourd'hui, si on devait répondre exactement au nombre d'enfants qui sont à moins de 3 ans, on devrait créer quasiment 10 000 places de crèche. Donc, ce n'est pas le nombre d'emplois qui est aujourd'hui important, c'est surtout ce qui est attendu comme emploi. Donc, pour être directrice de crèche, aujourd'hui, on peut l'être si on est éducatrice de jeunes enfants.
si on est infirmière, par exemple. C'est ce genre de métiers qui sont attendus. Je vous donne juste un exemple. Nous avons aujourd'hui des porteurs de projets qui ouvrent des crèches et qui n'ont pas encore à l'heure actuelle de directrice ou de directeur de crèche. Et de la même façon, sur les centres de loisirs, nous avons une dizaine de porteurs de projets qui n'ont pas de directeur de centre de loisirs. Donc le besoin est très, 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 très important. Quels sont les projets qui sont sur 2023, 2024, les prochaines années, dans ce secteur de la petite enfance et qu'est-ce que ça représente en termes de développement d'emploi, encore une fois? Alors, les projets, il y a à la fois donc, les crèches dont on vient de parler, qui sont en développement, mais c'est également le soutien, et là c'est en collaboration avec le conseil départemental, la PMI notamment, c'est le soutien à l'accueil individuel du jeune enfant, ce qu'on appelle les assistantes maternelles, qui vont être formées par le conseil départemental, agréées agréées à la fois dans leur fonction et également dans leur lieu d'exercice, qui peuvent donc accueillir des enfants, des jeunes enfants dans leur domicile ou parfois dans des maisons d'assistantes maternelles. Donc ça, c'est un vrai projet sur Mayotte. Il s'agit on avait estimé, il y avait eu un travail qui avait été fait l'année dernière avec le conseil départemental, on avait estimé un potentiel de presque 1500 assistantes maternelles, un besoin en tout cas de 1500 assistantes maternelles. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, sur Mayotte, il y a 1700 employés de maison qui sont déclarés à la CSSM en tant que URSSAF cette fois. Il va sans dire que quand on regarde le nombre d'enfants de moins de 3 ans, on ne couvre pas tous les besoins. Donc, ça vous donne une idée du nombre important de besoins en termes de garde d'enfants. Et sachant qu'un enfant qui est gardé, c'est un enfant qui est gardé, c'est permettre à un ménage, une famille, des parents de pouvoir aller travailler. Et donc, c'est de réinjecter, comme on dit, de l'emploi dans le tissu économique. Le nombre d'enfants, puisque vous le disiez, le nombre d'enfants de 0 à 3 ans à Mayotte, alors c'est des chiffres de 2017, c'est un peu plus de 32 000 enfants de 0 à 3 ans. Donc ça dit bien le besoin. Est-ce que vous comptez sur les Mahorais de métropole et pourquoi pour répondre à ces besoins? Alors oui, on compte, on les appelle les Mahopolitains, c'est ça? Non, je vous plaisante. Les Mahorais qui sont actuellement en métropole, il faut qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont acquis de l'expérience, des formations et qui sont fortement attendus sur le territoire. Elles ont pu exercer sur le territoire hexagonal ou dans un autre outre-mer. Et ils ont donc une capacité d'apporter un regard neuf sur l'exercice des métiers du social à Mayotte. Ce qu'il faut juste, je tiens à souligner, c'est au-delà de l'attractivité de l'emploi, c'est l'attractivité aussi du territoire. Et c'est sur ce point-là que j'y vois un intérêt, c'est que les enjeux sont faramineux sur le territoire de Mayotte. Il y a nulle part ailleurs, vous pouvez avoir autant de défis à relever dans le métier du social, dans d'autres métiers bien évidemment, mais encore plus dans le métier du social. Donc, quand vous comparez l'expérience qu'ils peuvent acquérir sur Mayotte et par rapport à celle qu'ils peuvent acquérir par exemple à Aurillac, il n'y a pas photo, Mayotte est beaucoup plus intéressant. Aurillac, dans le centre de la France. Quelles sont les difficultés? Parce que, bien sûr, on comprend l'intérêt pour le territoire, mais ça reste des métiers difficiles, j'imagine. Je travaille pas dans le social, donc vraiment, ma question, elle est très naïve. Quelles sont les difficultés que rencontrent les professionnels de la petite enfance, notamment, à Mayotte? À quoi doit-on s'attendre, finalement, quand on est Mahorais en métropole aujourd'hui? Alors, les premières difficultés, quel que soit le métier, si je puis me permettre, c'est le problème de l'égalité des droits sociaux. Quand on parle d'attractivité en termes de métier, il ne faut pas penser qu'au métier, il faut penser à l'homme ou à la femme qui va venir s'installer ou se réinstaller à Mayotte avec des enfants. Et quand on sait que nous n'avons pas les mêmes droits sur le territoire de Mayotte que par ailleurs, ça peut faire réfléchir.
Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui est titulaire d'un master développement social qui peut peut-être prétendre à un poste de directeur ou de directrice d'un centre de loisirs, mais qui a aussi deux enfants en bas âge à faire garder. Elle va faire les calculs. Elle n'a pas les mêmes allocations familiales d'accompagnement à la garde de ses propres enfants. Donc, elle va peut-être choisir d'attendre un petit peu avant de revenir. Ça fait partie de l'attractivité du territoire. Après, bien évidemment, j'imagine que je n'ai pas entendu tout le début de l'intervention de M. Vellou ayant des soucis de connexion, mais j'imagine également que parmi les difficultés, c'est l'exercice sur un territoire qui est aujourd'hui en proie à une insécurité assez importante. Et quel que soit le métier, en tant que sécurité sociale, on travaille aussi avec les professionnels de santé qui sont parfois victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Ça fait partie des points de vigilance sur lesquels les institutions que nous sommes devront travailler pour permettre et donner confiance en tout cas à nos jeunes Mahorais et Mahoraises pour revenir sur le territoire. Et pour donner davantage encore d'attractivité, les salaires, ça peut être une contrainte aussi, le salaire sur ces métiers-là? Alors, je donne un exemple, par exemple, sur les assistantes maternelles. Aujourd'hui, la convention collective nationale des aides à domicile et assistantes maternelles n'est pas étendue à Mayotte. Donc, l'attractivité, elle n'y est pas. Donc, forcément, c'est un point important. En revanche, sur d'autres métiers comme directrice de crèche, comme les directeurs de centres de loisirs, on est sur des salaires qui sont, par rapport au salaire moyen de Mayotte, assez intéressants. L'inconvénient, on va dire, et là peut-être que M. Antoissi saura préciser, ou M. Vellou, c'est la concurrence que peut faire le centre hospitalier de Mayotte, l'éducation nationale, qui eux vont avoir des primes ou une indexation plus importante. Et quand on a une association, parce qu'une crèche c'est parfois une association, c'est par une petite entreprise, une association elle va avoir du mal à s'aligner sur les salaires indexés. Donc je donne un exemple, vous me couperez si je me trompe, Monsieur Vellou, on avait déjà discuté de cela, une infirmière au CHM elle peut aller jusqu'à 4 000 €. Une infirmière qui est directrice de crèche, on tourne autour de 2 500 €. Et ça, c'est un point qui peut être un peu inquiétant au fur et à mesure que les années passent, parce qu'on voit des personnes revenir, s'installer, mais on sent un turnover sur le territoire. On va pas avoir une pérennité dans l'emploi. Est-ce que ça peut être une évolution aussi? Est-ce que ça peut être une évolution de métier? C'est aussi ça, de revenir sur l'île dans ces métiers de la crèche et associatifs, pour ensuite évoluer vers des métiers indexés, par exemple, au salaire indexé? Oui, mais ce n'est pas une évolution qu'on nous souhaiterions, puisqu'on a un tissu associatif qu'il faut développer et le secteur crèche est principalement fondé sur des associations. Il faut plutôt travailler dans l'autre sens, c'est s'assurer que la fédération notamment des crèches de Mayotte qui est naissante, qui a été accompagnée par la Caisse de sécurité sociale, puisse stabiliser justement les directrices ou directeurs de crèche. Il y a eu une évolution de texte qui permet aujourd'hui d'étendre en fait les métiers, les diplômes qui permettent d'accéder au poste de directrice de crèche, permettant ainsi d'ouvrir à des CESF, alors c'est des conseillères économiques, sociales et familiales qui peuvent également être aujourd'hui directrices de crèche. En tout cas, nous en avons besoin. C'est un vrai plan crèche, je dirais même un plan petite enfance qu'il faut penser sur le territoire. Et se dire quels sont tous ces métiers de la petite enfance, que ce soit l'assistante maternelle, la directrice de crèche, mais également l'animatrice, la puéricultrice ou le puériculteur, enfin je ne sais pas comment ça se dit masculin, ou l'infirmier, qui puissent être stabilisés sur les métiers de la petite enfance. Sur le territoire, tout à fait. Ça, c'est un vrai travail politique qui est fait, qui est fait sur le territoire de l'île. En tout cas, on a bien entendu votre témoignage. Merci beaucoup sur les opportunités métiers et leurs atouts, leurs inconvénients, bien sûr, sur ces métiers de la petite enfance. Merci de ce témoignage. Monsieur Antoissi, vous faites partie, vous êtes donc directeur de la protection de l'enfance, l'ASE. Là, on est dans d'autres métiers. Travailler pour la protection de l'enfance, c'est travailler pour des enfants
laissés sans encadrement, des enfants maltraités, même si c'est pas majoritaire, je crois, à Mayotte. C'est aussi travailler pour les mineurs isolés. Je fais une petite parenthèse pour dire que la semaine de la protection de l'enfance a eu lieu récemment. On y a dénoncé, bien sûr, les situations de violence. Le département de Mayotte et d'ailleurs la Caisse de sécurité sociale se sont engagés pour par convention à faciliter l'accès aux droits aux enfants de l'ASE placés en famille d'accueil. Bref, l'aide sociale à l'enfance, c'est un service public de l'État. À Mayotte, vous accompagnez 2000 enfants qui sont placés en famille. 2000, c'est encore trop peu par rapport aux besoins. Euh, le service d'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département. Alors, c'est de l'administration, mais c'est le département, pas l'État. Les enfants placés, aujourd'hui, on en est à peu près 1200. Mais si on prend la totalité des enfants que nous prenons en charge, puisqu'il n'y a pas que les placements, il y a aussi des enfants que nous accompagnons en milieu ouvert. À savoir, dans le cadre d'une mesure administrative, c'est un contrat avec les représentants légaux, un accompagnement à domicile, ou bien c'est un accompagnement au domicile, mais sur décision de justice, les AMO. Donc, si on prend la totalité des mesures, à la fois en placement et en milieu ouvert, on est à presque 3000 mineurs pris en charge. Mais il est clair que si on appréhendait le danger au sens de l'article 375 du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles, très clairement, aujourd'hui, on devrait ouvrir une mesure de protection pour peut-être les 3/4 des jeunes de Mayotte. Et les données sont claires. Aujourd'hui, si on regarde, à titre de rappel au niveau des données, Mayotte est le territoire de la République le plus pauvre, avec à peu près 77% le taux de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Le territoire où nous avons la population la plus jeune, hein, avec plus de la moitié de la population à moins de 20 ans, donc public de l'ASE. Le désert médical. Alors, certes, c'est un problème global au niveau du territoire national, mais à Mayotte, c'est un niveau exacerbé. Donc, Mayotte est la première maternité de l'Europe. Oui, tout ça, Avec toutes ces données. tout ça, ça veut dire que l'ASE a encore un énorme potentiel, en tout cas, a besoin d'attirer des travailleurs sociaux. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire, pourquoi j'ai rappelé ces données, c'est pour dire que, alors, que dit le Code de l'action sociale et des familles? Entre autres, le rôle de l'ASE, c'est quoi? C'est d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leurs familles ou à tout détenteur de l'autorité parentale confronté à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, j'insiste, la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation. Et quand vous savez qu'à Mayotte, on parle de désert médical, à Mayotte, c'est l'éducation. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés. Alors, les chiffres vont jusqu'à 10 000, mais bon, on n'a pas encore de chiffres consolidés, mais voilà, on n'est pas loin des 10 000 enfants en âge scolaire qui ne sont pas scolarisés. Tous ces éléments-là, effectivement, démontrent que si on parle du social à Mayotte, eh bien, c'est avant tout une affaire de protection de l'enfance, très clairement. Et le problème, c'est que pendant des années, l'ASE à Mayotte était complètement laissée pour compte parce qu'il n'y avait pas le financement qui allait avec. Et donc, depuis 2017, enfin, après le rapport de l'IGAS, il y a enfin les crédits qui ont été débloqués pour que l'aide sociale à l'enfance puisse se mettre en marche. Donc, alors, quels sont les métiers, Monsieur Antoissi, qui sont en tension aujourd'hui, sur lesquels vous avez besoin de professionnels, besoin de Mahorais et Mahoraises? Alors, pour l'aide sociale à l'enfance, en tout cas, nous avons besoin, déjà en interne, parce qu'il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance, c'est à la fois des travailleurs sociaux du département qui exercent une partie des missions, mais c'est aussi une partie des missions qui est déléguée au secteur associatif habilité. Alors, au niveau du département, aujourd'hui, la priorité, c'est d'avoir des assistants éducatifs, à savoir des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, mais aussi des moniteurs éducateurs, mais également des psychologues. Nous avons plusieurs services qui sont sous tension. La CRIP, donc la cellule de recherche des informations préoccupantes, nous avons énormément recruté depuis 2017. On est passé de 2 à 14 travailleurs sociaux.
Aujourd'hui encore, nous sommes en sous-effectif. Il y a des informations préoccupantes qui ne sont pas traitées et d'autres pas dans les délais parce que justement, nous n'avons pas assez de travailleurs sociaux. Le service placement, qui a les éducateurs qui sont chargés du suivi des enfants placés en famille d'accueil, là, c'est pareil. Nous avons encore des situations qui ne sont pas attribuées. Celles qui sont attribuées, vous avez des éducateurs qui ont un ratio, un quota de mesure, nombre d'enfants à suivre, énormément élevé. On a un éducateur va jusqu'à 65 mineurs à suivre. Je ne sais pas si vous avez vu récemment un reportage qui était passé sur M6 où c'était une éducatrice qui disait qu'elle n'avait pas le temps d'aller voir un enfant qui était à l'hôpital, tout simplement parce que, enfin, qui était pris en charge à l'hôtel plutôt, tout simplement parce qu'il avait trop de mesures. Et le nombre de mesures qu'il avait, c'était 25 mesures. Nous, ici, c'est 65 mesures par éducateur. Donc là, déjà, on est en sous-effectif. Et là, on ne parle même pas des mesures qui ne sont pas attribuées. Donc, il nous faut des travailleurs sociaux, c'est-à-dire des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des moniteurs éducateurs. Sur 4 postes des psychologues aujourd'hui au niveau de l'ASE, seulement un est pourvu. Enfin, il y en a 2 qui sont pourvus. Donc, il y a 2 qui restent vacants. Nous avons publié et republié, mais pour l'instant, on n'a pas de personnes qui ont répondu. Et les 4 postes de psychologues, c'est très loin de correspondre à nos besoins. Là, par rapport à notre besoin, il nous faudrait au moins le double. Donc là, ça fait partie des projections. Nous allons très certainement demander la création de nouveaux postes de psychologues. Et donc, on a besoin aussi de recruter des psychologues. Et le secteur associatif habilité a besoin non seulement d'assistants éducatifs, de psychologues, mais aussi d'autres métiers tels que les techniciens d'intervention sociale, les TISF, ou encore des délégués à la gestion du budget familial. Justement, en termes de besoins, est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui, Monsieur Antoissi? Quel est le besoin? Qu'est-ce que vous estimez en nombre d'emplois qui seront recrutés sur ces métiers-là l'année prochaine? Alors, si on regarde par rapport aux chiffres actuels, si on reste vraiment, on fait une photographie de la situation d'aujourd'hui. Alors même qu'on sait que ici, les chiffres vont très vite, ça change très vite. Mais déjà, si on reste sur aujourd'hui, pour l'ASE, au niveau des assistants socio-éducatifs, quand je parle d'assistants socio-éducatifs, il s'agit des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, il nous faudrait une vingtaine d'assistants socio-éducatifs supplémentaires pour être en capacité d'absorber la charge de travail actuelle. Et ce sont des métiers qui sont exercés dans quelles conditions? Est-ce que ce sont des métiers qui sont exercés à Mamoudzou même? Est-ce que ce sont des métiers sur des plages horaires variables? Comment on est travailleur social à l'ASE? Alors, le rôle du travailleur social, c'est un métier très itinérant, hein. Et d'ailleurs, nous l'avons fait. Maintenant, on a équipé tous les éducateurs d'un ordinateur portable, justement parce que c'est un métier itinérant pour pas que les agents soient prisonniers de locaux. Donc, bien évidemment, des fois, ils ont besoin de se poser pour rédiger les rapports, mais c'est un métier où ça bouge beaucoup. Le territoire, il est divisé en 5 secteurs. Donc, nous avons le secteur nord, le sud, le centre, le Grand Mamoudzou et la Petite Terre. Donc, en fait, il y a toutes ces possibilités-là. Mais même les agents, même s'ils habitent dans un territoire donné, cette possibilité qui est donnée de pouvoir parfois travailler, parce qu'on a aussi des points, on mutualise aussi les points de PMI, où il y a 22 points de PMI sur le territoire. On mutualise aussi ces sites. Le fait que les éducateurs, ils ont un ordinateur portable, un téléphone portable, la question du lieu du travail, on va dire que ce n'est plus un frein, c'est un détail. Et accessible aux hommes comme aux femmes? On le demande même, c'est mieux d'avoir cette mixité-là. C'est préférable. Monsieur Vellou, peut-être que j'aimerais vous faire réagir sur cette question-là des conditions, des situations de travail du travailleur social pour la protection de l'enfance. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à ce que nous a dit Monsieur Antoissi? Il a été très clair, hein. Je rajouterai juste cette partie métiers médicaux. On a besoin aussi pour ce secteur, hein, des médecins, des infirmiers, et ça manque énormément.
C'est un secteur aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et on parle de désert médical, mais moi je dis c'est une carence carrément. On est en souffrance. On a besoin de recruter rapidement dans les prochains mois des médecins un peu plus larges, à la fois pour les PMI et pour l'ASE, mais même pour le milieu associatif. Nous avons besoin de ces médecins, on a besoin de ces infirmiers, on a besoin de ces personnes qui travaillent autour de la petite enfance pour conforter nos politiques. Donc, tous ces jeunes Mahorais, tous ces cadres Mahorais qui sont au niveau régional ou au niveau national, qui ont de l'expérience, ont bien entendu leur place ici. Et ces derniers métiers, pour certains, sont très, très bien rémunérés. Pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, je le rappelle, à Mayotte, les titulaires sont indexés à 40% au minimum. Et puis, les contractuels, pour ce qui est du conseil départemental, on a réussi à proposer des primes qui tendent vers les 40%. Donc, on met en tout cas les outils pour attirer les professionnels ici et faire en sorte à ce qu'on puisse avancer dans nos politiques. Ouais. D'autant, Monsieur Antoissi, qu'il y a de nombreux projets, je crois, de développement encore, de foyer départemental. Je crois que vous m'avez parlé aussi d'un espace maternel qui était en projet. Il y a aussi tout ce potentiel d'embauche lié au projet? Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres là, c'est que on est le territoire où l'aide sociale à l'enfance doit être le plus soutenu en termes d'accompagnement, mais ça a pris tellement de retard que nous sommes là en train de courir après pour corriger le tir, c'est-à-dire développer rapidement tout ce qu'il nous faut. Alors, donc, ça fait quelques années qu'on essaie de mettre en place tout ce qui manque, mais là encore, on n'y est pas, il reste encore des choses à développer. Il y a des publics de l'aide sociale à l'enfance qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas en charge. Effectivement, il y a notamment les femmes enceintes ou encore les mères d'enfants de moins de 3 ans qui fait partie du public de l'ASE, mais il n'y a aucune structure aujourd'hui existante pour s'en occuper. Et donc, le schéma 2022-2027 prévoit la création de centres maternels, mais prévoit également aussi la création d'un foyer départemental parce qu'aujourd'hui, nous avons des structures partenaires, mais on a une difficulté parfois, c'est que avec un public de plus en plus complexe, parce que très clairement, les enfants que nous prenons en charge parfois, c'est entre la PJJ, entre Massive Valas et nous parfois, et c'est compliqué parfois avec les partenaires de pouvoir les faire admettre les enfants chez eux. Et donc, le fait d'avoir un foyer départemental, c'est aussi la possibilité que le département se donne la possibilité, quoi qu'il arrive, qu'il n'y ait pas de difficulté à placer les enfants. Donc oui, on va encore créer d'autres structures, mais même, je dirais, aujourd'hui, la prévention spécialisée que nous avons élargie sur l'ensemble du territoire souffre énormément d'effectifs. C'est-à-dire que les associations qui ont en charge de la mise en œuvre de cette mission de prévention spécialisée, qui est aujourd'hui, par rapport à la problématique d'errance sur le territoire de Mayotte, une des axes forts pour moi qu'il faut appuyer pour justement permettre à tous ces jeunes qui sont en errance d'être près d'adultes, parce que la difficulté, c'est qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui encore qui continuent à être entre eux et pas de présence d'adultes. Donc, la prévention spécialisée, on a besoin d'avoir des travailleurs sociaux. Les territoires sont immenses, mais les associations qui exercent cette mission n'ont pas assez de travailleurs sociaux pour ça. Nous avons besoin d'éducateurs de rue. Alors, vous m'avez fait un lien parfait avec la séquence suivante. Je vais donner la parole à Philippe Valas, puisque on va parler du métier d'éducateur spécialisé aussi, mais cette fois-ci à la PJJ, pour la justice, la PJJ qui accompagne 150 à 200 jeunes chaque jour sur l'île. Parlez-moi un petit peu de ce métier d'éducateur spécialisé, d'éducateur de justice, qui est un métier très spécifique. C'est un métier qui est en tension aujourd'hui à Mayotte? Tous les métiers sociaux qui tournent autour du social sont en tension à Mayotte. Et pour préciser ma pensée de tout à l'heure, bien évidemment que pour être travailleur social, il faut aimer les gens et je dirais même que spécifiquement ici, il faut aimer Mayotte et les Mahorais. Et puis, il faut également avoir l'intention d'améliorer les choses, au défaut de pouvoir les changer. La particularité du métier
du ministère de la Justice, de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est s'occuper des mineurs dont personne ne veut, dans la mesure où ils sont passés, souvent en raison de problèmes sociaux qui n'ont pas pu être réglés précédemment, ils sont passés entre les mains de la justice, sont en cours de condamnation ou ont été condamnés. Et ces jeunes-là, à un moment ou à un autre, il va falloir les réinsérer dans la société. Quel que soit ce qu'un jeune entre 13 et 18 ans a pu faire, on se doute bien qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'il retrouve sa place dans la société. Et c'est ce à quoi les éducateurs et tous les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas résoudre la protection judiciaire de la jeunesse à ces éducateurs, tout le monde tend dans cet objectif de réinsertion. C'est l'objectif final de notre travail. Et c'est ça, Alors, est-ce que c'est spécifique justement à ces éducateurs de justice par rapport aux éducateurs spécialisés? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique finalement à travailler dans la justice? ce qu'il y a de spécifique à travailler dans la justice, c'est qu'on travaille directement sur les instructions des magistrats. Il faut bien comprendre que la protection judiciaire de la jeunesse n'a que deux fonctions. Une fonction de proposition lors de la présentation du mineur à la justice, une fonction de proposition et d'aide à la prise de décision des magistrats, et ensuite un travail d'accompagnement de la décision de justice. À aucun moment, la protection judiciaire de la jeunesse est décisionnaire, et c'est ça qui en fait toute la particularité, c'est que précisément, ce ne sont que sur les ordres des magistrats et en fonction des orientations décidées par les magistrats que nous agissons. Ça dit quelque chose sur le profil finalement, l'état d'esprit qu'il faut pour travailler comme éducateur de justice. Ça dit quelque chose sur cette capacité que l'on doit avoir à garder de la distance finalement avec l'histoire des jeunes que l'on accompagne. Oui, il faut beaucoup d'objectivité, il faut effectivement beaucoup de neutralité, ce qui effectivement enlève un petit peu d'affect par rapport aux jeunes concernés. Et il faut donc une bonne part d'analyse et aussi une capacité de diriger le jeune vers la direction qui a été choisie par l'institution judiciaire. Comment vous sélectionnez les personnes, les jeunes qui deviendront dans les prochaines années éducateurs de justice? Quelle est la formation? Quels sont les critères que vous leur demandez? Alors, il s'agit d'éducateurs spécialisés pour la plupart, et sinon c'est un concours qui est ouvert à Bac+3, un concours avec une formation relativement longue parce que précisément c'est un métier qui suppose une certaine technicité, qui suppose donc 18 mois de formation, précisément pour apprendre cette neutralité, pour apprendre à être au service des magistrats et de ne pas dépasser ce niveau d'engagement. À aucun moment on ne doit être les avocats des jeunes qu'on est chargé de suivre. C'est un concours d'État, on est donc fonctionnaire. À la base, pour la plupart, sont fonctionnaires. Il se trouve que nous avons, comme tout le monde, des problèmes de recrutement et des problèmes de recrutement dans toute notre administration, pas seulement à Mayotte, des problèmes de recrutement encore plus criants, bien évidemment, à Mayotte, et que nous recrutons également un certain nombre de contractuels. Diplômés d'un diplôme relatif à l'éducation, bien évidemment, donc par définition des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs, exactement comme l'ASE.
Alors là où, si vous nous écoutez, que vous êtes intéressé par ce métier d'éducateur de justice, vous devez impérativement écouter ce qui va suivre, parce que, et c'est exceptionnel, il y a un concours qui va avoir lieu en début 2023 pour les éducateurs de justice à Mayotte, pour devenir éducateur de justice à Mayotte. C'est bien ça? Tout à fait. Face à nos problématiques de recrutement et compte tenu du fait que nous avions précisément employé un certain nombre de contractuels qui donnent tout à fait satisfaction, et pour attirer d'autres profils du même type, nous avons cette année la création d'un concours à affectation locale, c'est-à-dire un concours dont tous les postes disponibles, une dizaine, seront affectés à Mayotte. Il s'agit d'un concours sur titre, c'est-à-dire c'est un concours qui est dispensé de l'épreuve écrite. L'épreuve écrite est remplacée par un dossier qui fera apparaître le parcours éducatif du candidat, suivi d'un oral à Paris. Très bien. Ça sera donc, c'est un concours à Bac plus 3, hein, on l'a dit, donc une licence, et l'école est à Paris-Roubaix, je crois, non? Alors, le concours externe est un concours à Bac plus 3. Là, il s'agit d'un concours sur titre, c'est-à-dire il faut soit avoir le diplôme d'éducateur spécialisé, soit avoir travaillé suffisamment dans le social, suffisamment en tant qu'éducateur pour pouvoir le faire valider. Tout ceci est disponible sur le site du ministère de la Justice. Je tiens à préciser que les inscriptions sont jusqu'au 15 janvier. Les inscriptions se font en ligne, bien évidemment, et pour des épreuves orales qui auront lieu entre le 20 et le 24 mars. Très bien. Soit à Paris, soit à Mayotte. En voilà une belle opportunité de rentrer dans un métier du social sur le territoire de Mayotte, ce concours. Merci beaucoup de ce témoignage, Monsieur Vallas. On va parler des métiers de l'aide à domicile à présent, notamment l'auxiliaire de vie sociale, mais il y en a d'autres. On en a déjà cité quelques-uns dans ce webinaire aujourd'hui. Monsieur Kartouabi Azida, l'auxiliaire de vie apporte son aide aux personnes fragilisées, aux personnes dépendantes, handicapées ou personnes âgées. Elle les aide au quotidien pour un maintien à domicile. C'est vraiment l'objectif de ces emplois. L'employeur, c'est souvent une association, comme la vôtre, donc Maïcha Naoununo. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu le travail de l'association au quotidien à Mayotte ? Merci de l'invitation. Maïcha Naoununo a fêté ses 10 ans l'année dernière, 2021. Donc, c'est une association locale mahoraise qui est créée par des jeunes mahorais et avec une vocation sociale et familiale pour accompagner premièrement les personnes âgées à domicile. Donc, depuis 2011, et puis elle fait partie des premières associations qui ont eu l'autorisation, parce que l'aide à domicile est une activité réglementée. Il faut que le département autorise les structures associatives comme sociétés à intervenir auprès des personnes âgées. Donc, en 2017, Maïcha Naoununo a été parmi les premières associations autorisées à accompagner nos personnes âgées, nos Koko et Bakoko, à domicile, à mieux vieillir à domicile. Donc, sur ce créneau de personnes âgées, c'est vrai, l'AVS, l'auxiliaire de vie sociale, est le pilier, c'est le relais en fait de la structure et la personne âgée accompagnée. Donc, juste pour préciser un petit peu la structure Maïcha Naoununo, 2017 aussi, a été aussi la première à avoir cette possibilité d'accompagner le conseil départemental sur tout ce qui est protection de l'enfance. C'est ça, vous avez deux axes de travail, protection de l'enfance et aide à domicile. Donc, sur l'aide à domicile, on compte à Mayotte aujourd'hui une quinzaine de structures, en majorité associatives, qui accompagnent, on va dire, plus de 1300 personnes âgées. Donc, juste pour rappel, il y aurait
environ 10 000 personnes accompagnées à Mayotte. Donc, 10 000 personnes âgées ou en situation de handicap qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'un accompagnement à domicile. Et là, actuellement, il n'y a que 1300 qui seraient accompagnés. Donc, d'où, pour revenir sur le créneau et le fil rouge de l'émission, les besoins réels et importants dans ce domaine, notamment d'accompagnement de personnes âgées. Donc, l'AVS, l'auxiliaire de vie sociale, et comme je l'ai dit, est le pivot. C'est cette personne qui a cette vocation, parce que tous les métiers qui ont été cités ici ont besoin plutôt des compétences, des expériences, mais en plus de tout ça, il y a cette vocation à aimer, aider, soutenir l'autre, notamment nos cocos et nos bakoko. Donc, justement, là-dessus, nous, on accompagne plus de 280 personnes âgées et on compte 120 AVS. D'accord. Quelle est la réalité de ces métiers, ce métier d'AVS à Mayotte? Comment on peut se préparer quand on est mahoraise? C'est parce que ce sont souvent des femmes qui exercent aujourd'hui ce métier d'AVS, mais quand on est mahorais aussi, comment on se prépare à exercer ce métier à Mayotte? Donc, il y a une formation, parce que je le disais, l'aide à domicile est une activité réglementée. On est soumis à un cahier de charges assez précis. Donc, il faut des formations, et notamment le titre d'ADVF, c'est-à-dire titre d'aide à domicile, qu'on a besoin pour justement qu'on puisse exercer le métier ou bien qu'on puisse être recruté dans les différentes structures qui accompagnent les personnes à domicile. Il y a aussi cette volonté et l'expérience d'au moins 3 ans qui permet aussi de faire face aux besoins réels qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats ou candidates qui se présentent, vous leur demandez d'avoir déjà une expérience auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées ou de personnes malades? Donc oui, actuellement, il y a des centres de formation agréés pour justement former les personnes qui souhaitent occuper le poste d'aide à domicile, mais aussi dans le cahier de charges nous le permet aussi de juger sur l'expérience d'au moins 3 ans d'une personne qui, par exemple, une aide à domicile qui a été auprès d'une personne âgée peut nous suffire, entre guillemets, pour recruter, justement, pour permettre justement qu'il puisse faire bénéficier son expérience à d'autres. Et de couvrir les besoins. Qui sont énormes. Quelles sont les difficultés que l'on a à exercer ce métier d'AVS ou un métier de l'aide à domicile? Les difficultés, ce serait comme un peu partout, c'est le temps de travail, je veux dire. Donc ça commence tôt et ça peut terminer très tard. On a des coupures assez importantes et régulières dans la journée. Et puis surtout la spécificité à Mayotte, il y a le trajet. Donc avec des embouteillages, avec des difficultés d'avoir des transports en commun, pour justement, avec un peu de temps de travail rémunéré, on passe beaucoup de temps de trajet. Donc nous, par exemple, sur cet aspect-là, on a essayé d'offrir, de permettre à des frais de transport et aussi d'annualiser le temps de travail. Donc, ce qui permet justement de faire en sorte de ne pas trop léser les AVS. On dit souvent que ce sont des métiers à temps partiel. Est-ce qu'on peut travailler à temps plein dans ces métiers-là? Tout à fait. On commence toujours, ou bien on peut commencer avec des temps partiels, mais c'est en fonction de justement la volonté et le mérite que la structure peut
peux identifier par rapport à l'agent, nous, par exemple, on a 60% de nos effectifs qui sont à temps plein. À temps plein. On a parlé beaucoup du métier d'AVS, on arrive au bout de ce webinaire, donc je vais vite. On a parlé beaucoup du métier d'AVS, pas de celui de TISF, le technicien d'intervention sociale et familiale, pas celui de conseiller économique et social. Ce sont des métiers qui existent à Mayotte et qui ont besoin aussi d'attirer du monde? Exactement, ça a été répété par la majorité des intervenants, notamment par le directeur de l'ASE. Exactement, ce sont des métiers qu'on en a besoin, et comme ils l'ont bien expliqué, dans le sens avec la rémunération, ça devrait attirer plutôt les jeunes qui sont encore en formation ici au niveau national. Très bien, merci beaucoup de ce témoignage. Voilà encore des opportunités de travailler à Mayotte et notamment dans le social. On arrive au bout de ce webinaire. Je vais vous laisser la parole, Madi Moussavelou, monsieur le vice-président en charge de l'action sociale, de la solidarité, de la santé au département de Mayotte. Je pense que pendant 1 heure, là, on vient de mettre en lumière les besoins du territoire, mettre en lumière les besoins de Mahorais formés et du retour des Mahorais sur l'île de Mayotte. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure ce webinaire sur ce sujet et sur ce que vous avez entendu aujourd'hui? Déjà, un grand merci à vous et un grand merci à l'ensemble des participants et des auditeurs qui nous suivent. Je dirais, Mayotte, c'est notre village. Mayotte, c'est notre île. Mayotte, c'est un lieu convivial. Nous avons besoin de tout le monde ici. Et je suis convaincu que le message sera relayé au niveau national, et puis je suis convaincu que chacun reviendra ici pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on construira un Mayotte, c'est comme ça qu'on fera en sorte à ce que Mayotte s'en sorte. Mayotte a besoin de gens qui connaissent les codes culturels, qui connaissent les pratiques locales et qui acceptent de passer du temps dans cette île pour accompagner la population. Et je sais aussi que nous avons tous besoin de temps en temps de nous évader. Donc, le national nous permet de le faire. Donc, venir travailler pendant 6 ans ici, c'est déjà très bien. Et repartir, et pour mieux revenir, c'est encore mieux. Donc, merci à vous, tout simplement. Merci beaucoup, Madi Moussavelou. Vous savez qu'on est en direct de la délégation de Mayotte à Paris et c'est la première fois que ça arrive. La prochaine fois, j'espère qu'on sera chez vous, hein, parce que le décor est très sympa également. Moi, je veux bien installer mon plateau dans votre salon, dans votre bureau. Merci beaucoup, en tout cas. Mohamed Zouber, je me tourne vers vous parce que merci encore de nous accueillir aujourd'hui ici. Vous souhaitez, pour terminer, saluer l'équipe qui a permis de créer ces 10 épisodes de Oui Mayotte. Oui, derrière un projet, il y a toujours des hommes et des femmes. Et je voudrais ici remercier chaleureusement mes équipes présentes, Zahara, Mariata et Darwesh, chargés de com. Et sans oublier ici Wardati, Gué, qui n'est pas parmi nous, mais qui a travaillé pendant 4 ans sur ce projet. Je voulais sincèrement les remercier parce que généralement on les voit pas, mais ce sont beaucoup de travail, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail, et ça fait 10 épisodes, oui. Et vous l'avez dit, et 10 épisodes durant lesquels nous avons parlé de Mayotte, nous avons valorisé notre travail, nous avons valorisé notre territoire. Nous avons parlé du volcan de Mayotte, nous avons parlé de la littérature de Mayotte, de sa culture et ses entreprises et ses acteurs. Et j'aimerais ici, pour finir l'année, souhaiter déjà des bonnes fêtes de fin d'année.